Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième séance du module planification et modélisation en marketing. Alors, dans le cadre de cette séance, nous allons principalement aborder le processus de planification stratégique. Après avoir abordé lors de la séance précédente le contexte de la planification, les raisons pour lesquelles on fait de la planification, qui est chargé de faire de la planification, pour quel intervalle de temps, etc. Donc nous avions répondu un peu à ces questions. Alors aujourd'hui, il s'agit de revenir sur le processus de planification. Comment est-ce que ça se fait? Donc comment est-ce qu'on fait de la planification? Alors, il faut juste préciser que nous allons proposer une planification, donc un processus de planification, une démarche en 8 étapes. Alors, je vais vous citer ces 8 étapes et nous allons essayer d'y aller progressivement. Alors, pour cette fois-ci, nous allons aborder les 3 étapes lors de cette séance et les autres étapes, nous les aborderons dans la prochaine vidéo. Alors, pour les 8 étapes de la planification, dans un premier temps, il faut préciser, je vais les citer et ensuite les développer. Alors, il faut d'abord identifier votre mission. Alors, la mission, bien entendu, qui doit être mise en relation avec la vision et les valeurs de l'entreprise. Donc, mission. Ensuite, deuxième point, analyse externe. Quand on a terminé l'analyse externe, on enchaîne avec l'analyse interne. Alors, donc je rappelle, choix des missions, analyse externe, analyse interne et ensuite on passe à la fixation des objectifs. Donc quand c'est plus clair pour nous parce qu'on a une meilleure appréhension de notre environnement externe et bien entendu de nos propres capacités, à partir de ce moment-là, on peut se fixer des objectifs. Et quand on s'est fixé des objectifs, bien naturellement vient cette question, comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs en élaborant une stratégie. Donc, le cinquième point à aborder, c'est l'élaboration de la stratégie. Alors, quand on a élaboré la stratégie, on passe à notre sixième point qui est la formulation des programmes. Donc, des programmes de soutien qui vont permettre, dans le cadre de la stratégie, d'atteindre les objectifs. Donc ça, c'est le sixième point. Alors le septième point, c'est bien entendu la mise en œuvre de la stratégie à travers un plan d'action qui a été identifié. Donc si on a élaboré notre stratégie, on a identifié notre plan d'action, ben, on va mettre en œuvre ce plan d'action. Et le huitième et dernier point, c'est bien entendu le contrôle et l'évaluation du plan d'action qu'on a mis en place. Donc, voici les 8 étapes de la démarche de planification que l'on propose. Alors, si on revient un peu plus en profondeur sur cette démarche-là, en commençant par le premier point. Donc, il faut juste préciser dès le départ que quand on parle de vision, la vision, c'est... Alors, la vision, il faut préciser la vision pour chacun des responsables de domaine d'activité stratégique. Donc, chaque DAS, chaque domaine d'activité stratégique a un responsable. Il faut que ce responsable définisse les missions de son domaine d'activité stratégique. Donc, il nous faut véritablement identifier quelles sont ces missions. Alors, la mission, c'est un peu la vision en action. Donc, c'est quel est le chemin qu'on a choisi pour arriver à l'état qu'on souhaite, donc le futur que l'on souhaite. Donc, la vision de l'entreprise, on considère ça comme étant le cap, la direction que l'on veut prendre, l'état futur que l'on souhaite. Donc, exemple, moi, école de formation NSUP, je veux en 2030 être une référence en Afrique de l'Ouest ou en Afrique tout simplement, Maghreb y compris Afrique australe, etc. Je veux être une référence en formation professionnelle de qualité. Donc ça, c'est la vision d'Ensup Afrique pour l'horizon 2030 par exemple. Donc par rapport à cette vision-là, il faut qu'elle identifie quelles sont les missions. Donc comment est-ce qu'on va mettre en pratique cette vision-là? Donc c'est ça la mission. Vous aurez par exemple quelqu'un qui va s'occuper de l'undergraduate,
qui est le programme de la première année à la troisième année. Vous aurez un responsable qui va s'occuper du graduate programme, donc à partir du master et du master 1, master 2, etc. Et vous avez quelqu'un d'autre qui va s'occuper des formations certifiantes, etc. Donc vous avez des domaines différents qui sont complémentaires, bien entendu, mais il est important pour chacun de ces domaines que le responsable définisse les missions. Alors, il faut effectivement sous-tendre cela par les valeurs de l'entreprise. Donc, voici dans un premier temps les différents éléments sur lesquels il faut se pencher. En général, pour les études de cas que l'on traite, la plupart du temps, les entreprises que vous prenez, on peut trouver sur Internet les valeurs, la vision et les missions. Alors, bien entendu, lors de la vidéoconférence, quand on va échanger, vous allez donner des exemples de vision, mission et valeurs. Je vais aussi en donner. Pour NSUP, vous pouvez trouver ça au niveau du siège, c'est placardé. Vous pouvez trouver ça pour la Sonatel, pour je pense la Sénélec aussi. Vous pouvez trouver ça pour Free, pour Expresso, pour Patisen ou pour d'autres entreprises. Donc, ce serait bien de faire des recherches à ce niveau pour qu'on puisse avoir de la matière et discuter sur la vision, les missions et les valeurs de l'entreprise. Alors, au-delà de ce premier point qui concerne la précision de la mission ou des missions de l'entreprise, il y a la deuxième étape qui concerne l'analyse stratégique. La deuxième et la troisième étape. Parce que c'est l'analyse externe et l'analyse interne qui constituent l'analyse stratégique. Et pour cette analyse stratégique, bien entendu, nous utilisons ce qu'on appelle des outils d'analyse stratégique que je vais préciser sur la vidéo qui va suivre. Avant de parler des outils d'analyse stratégique, important de remettre un petit peu les choses dans le contexte. Nous avions dit que quand on planifie, on cherche à agir sur le futur. Donc, l'entreprise veut construire un futur souhaité au lieu de subir ce futur-là. Alors, donc, dans ce cas-là, il y a des décisions que l'on va prendre, il y a des stratégies à mettre en place, il y a des plans d'action. Et pour arriver à cela et prendre les bonnes décisions, il est véritablement important d'avoir une vue qui soit la plus claire possible de l'environnement dans lequel on évolue et une vue sur moi, mes propres capacités. Parce qu'effectivement, j'évolue sur un marché avec des concurrents qui sont là et qui ne vont pas me laisser faire ce que je veux. Donc, c'est important de savoir ce que moi je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc, pour cela, il me faut faire une analyse interne. Mais il faut aussi pour cela faire une analyse externe pour voir sur le marché ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire, en me focalisant davantage sur les opportunités que le marché présente et les menaces qui peuvent surgir par rapport aux actions que je peux poser par rapport à l'évolution de mon entreprise. Donc c'est important quand même de remettre les choses dans le contexte. Quand on fait une analyse stratégique, c'est parce que derrière, on veut prendre des décisions sur les objectifs qu'on va se fixer, sur les stratégies qu'on va élaborer et sur le plan d'action que l'on va identifier et mettre en place par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle il est véritablement important de savoir que on ne fait pas de la planification juste pour faire de la planification. Autant pour moi, on ne fait pas de l'analyse stratégique juste pour faire de l'analyse stratégique. Par la suite, on prend des décisions. Donc, parce que ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur comment le marché évolue, sur les différents acteurs du marché et à ce moment-là, les décisions qu'on va prendre seront beaucoup plus éclairées. Quand on parle d'études de marché, quand on parle de cadre analytique, quand on parle de la connaissance de l'environnement et du marché, et bien entendu des acteurs qui sont dans cet environnement, ce marché, forcément, on utilise certains outils qui vont nous permettre d'obtenir des informations pour faciliter la prise de décision. Alors, ce qui suppose donc, comme je l'ai dit, dans cette première séance,
qu'on se concentre sur ces outils d'analyse stratégique. Alors, il y a plusieurs outils d'analyse stratégique, mais il y a certaines que l'on va principalement utiliser, dont on va principalement parler. Alors, il s'agit de l'analyse de l'environnement externe à travers certains outils, et il y a aussi l'analyse de l'environnement interne de l'entreprise. Alors, si on commence par l'analyse de l'environnement externe, alors on parle de l'analyse du macro-environnement et de l'analyse du micro-environnement. Alors, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est la raison pour laquelle je vais pouvoir passer rapidement sur ce point-là, mais c'est important quand même de clarifier tous ces éléments-là. Alors, analyse de l'environnement externe, macro-environnement à travers l'utilisation de l'outil de base, PEST, avec le dérivé principal qu'on utilise qui est l'outil PESTEL. Alors, quand on parle d'outil PESTEL, le P qui renvoie à facteur politique, le E qui renvoie à facteur économique, le S socioculturel, le T technologique, le E écologique ou environnemental et le L légal. Alors, il s'agit, quand on parle de l'analyse du macro-environnement, d'analyser les grandes tendances sur lesquelles l'entreprise n'a pas vraiment d'emprise et qui peuvent affecter son activité, sa rentabilité, etc. de façon positive ou de façon négative. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on analyse le macro-environnement à travers l'outil PESTEL, on fait cette analyse en termes d'opportunités que l'entreprise peut saisir ou en termes de menaces. Que ce soit pour le facteur politique et économique, en tous les cas, pour chaque facteur, on doit analyser est-ce que celui-ci constitue d'opportunités que l'entreprise peut saisir et quelles sont ces opportunités, ou est-ce que ce facteur constitue de menaces, quelles sont ces menaces, il faut les apprécier pour qu'effectivement l'entreprise puisse aussi mettre en œuvre des stratégies, soit pour contourner ou surmonter ces obstacles-là, ces menaces, ou pour profiter de ces opportunités que présente l'environnement dans lequel elle évolue. Alors donc, nous avons, comme je l'ai dit tout de suite, la matrice PESTEL que l'on utilise dans l'analyse de l'environnement. Alors, cette matrice, pour rappel, doit être, en fait, les différents facteurs doivent être analysés en termes d'opportunités ou de menaces. Je rappelle, politique, économique, socioculturel, technologique, écologique ou environnemental et légal. Alors, au-delà de l'analyse du micro ou du macro-environnement, il faut aussi faire l'analyse du micro-environnement. Alors, ça a été aussi expliqué lors des modules précédents, mais je reviens quand même sur ce point-là. Alors, ici, quand on parle du micro-environnement, on fait principalement référence aux différents acteurs qui peuvent être en interaction avec l'entreprise et qui peuvent conditionner son succès ou son échec. Donc, ça veut dire que les différents acteurs qui sont dans le micro-environnement, on peut aussi les analyser en termes d'opportunités ou en termes de menaces. Alors, bien entendu, je vous renverrai je mettrai le support à votre disposition et bien entendu, il est important de faire des recherches pour pouvoir aller plus en profondeur sur ces différents points qu'on a évoqués. Alors, si je reviens sur l'analyse du micro-environnement, l'outil principalement que l'on utilise, l'outil d'analyse stratégique que l'on a l'habitude d'utiliser le plus souvent, c'est la matrice, alors c'est les 5 forces de Porter. Alors, comme je l'ai dit, le marketing est une discipline qui évolue, donc c'est la raison pour laquelle il y a aussi une évolution de ces outils. Aujourd'hui, on vous parle de 5 forces plus 1 ou de 5 forces plus 2, mais je reviens très rapidement sur ces 5 forces. Alors,
Il s'agit de forces concurrentielles, comme je l'ai dit, qui peuvent constituer d'opportunités que l'entreprise peut saisir ou de menaces qui peuvent affecter sa santé financière, ses activités, sa rentabilité, etc. Alors, nous avons la concurrence intrasectorielle. Alors, quand on parle de concurrence intrasectorielle, on fait référence principalement à la concurrence directe, donc aux autres entreprises qui vendent pratiquement les mêmes produits que notre entreprise. Est-ce que cette concurrence directe, elle est forte, elle est faible? Ben, ça peut affecter, bien entendu, notre position concurrentielle. Nous avons, au-delà de la concurrence directe, la concurrence indirecte qu'on appelle la menace des produits de substitution. Alors, c'est des produits différents ou des offres différentes, mais qui sont en mesure de satisfaire le même besoin que notre produit. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qui peuvent se substituer à notre produit. Alors, prenons le cas si vous proposez de la viande de mouton. Alors, la concurrence directe, c'est ceux qui proposent aussi de la viande de mouton. Maintenant, il y a d'autres produits qui peuvent se substituer à la viande de mouton. C'est la viande de bœuf, c'est la viande de volaille, c'est le poisson aussi, à un niveau un peu plus éloigné. Mais dans tous les cas, c'est des produits de substitution par rapport à la viande de mouton. Si on prend le café, dans le cadre du petit déjeuner, il y a un produit que l'on peut substituer au café, c'est le lait ou le kenkiliba. Donc ce sont des produits de substitution. Est-ce que la menace est forte? Dans ce cas-là, ça peut constituer véritablement de contraintes ou d'obstacles pour l'entreprise. Par contre, quand la menace est faible, c'est une opportunité à saisir pour l'entreprise. Donc, nous avons la concurrence directe, donc la concurrence intrasectorielle, nous avons la menace des produits de substitution, nous avons la menace des nouveaux entrants. Je tiens quand même à préciser ce point-là. Quand on parle de nouveaux entrants, il ne s'agit pas d'entreprises qui sont déjà là sur le marché, mais de potentiels entrants. Alors, entendez par nouveaux entrants de potentiels entrants, donc qui peuvent concurrencer l'entreprise si elle arrive quand même sur notre marché. Alors ça peut être expliqué par le fait qu'on soit dans un environnement ouvert d'un point de vue des barrières économiques, douanières, etc. Donc dans ce cas-là, la menace elle peut être plus ou moins forte et ça peut constituer donc d'opportunités ou de menaces. Quand il y a un protectionnisme au niveau d'un marché, la plupart du temps, il est très difficile pour d'autres entreprises qui n'évoluent pas sur votre marché de venir sur celui-ci. Ou quand les investissements d'installation de départ sont très onéreux, ça peut être une barrière à l'entrée de ces marchés-là. Alors nous avons au-delà de la concurrence intrasectorielle, de la menace des produits de substitution, de la menace des nouveaux entrants, nous avons le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Alors c'est important aussi de préciser ces points-là. Il ne s'agit pas juste de marchandage de négociation, mais il s'agit principalement de voir est-ce que, par exemple, pour le pouvoir de négociation des fournisseurs, est-ce que l'entreprise a une marge de manœuvre plus ou moins importante? Par exemple, s'il y a plusieurs fournisseurs vers lesquels l'entreprise peut aller, bien entendu, ces fournisseurs, si les entreprises qui peuvent acheter le produit ne sont pas nombreuses, bien entendu, le pouvoir de négociation des fournisseurs est faible. Parce que ces fournisseurs sont très nombreux, alors que les entreprises qui peuvent absorber leur offre sont peut-être 2 ou 3. Donc dans ce cas-là, la marge de manœuvre de ces fournisseurs n'est pas très importante, donc le pouvoir de négociation est faible. Maintenant, par contre, bémol, quand ces fournisseurs sont dans un corps de métier, ils appartiennent à une association, etc., qui défend leurs intérêts, dans ce cas-là, effectivement, le pouvoir de négocier, même s'ils sont nombreux,
le pouvoir de négociation peut quand même être assez conséquent, donc ça peut constituer véritablement de menace. C'est la même chose aussi pour les clients. Si les clients sont très nombreux et qu'il y a une, deux entreprises qui proposent des offres, donc ça veut dire que à la base, on peut penser que le pouvoir de négociation des clients est faible. Par contre, si ces clients appartiennent à des associations de consommateurs, des mouvements consuméristes qui sont, on va dire, des mouvements qui sont très forts, ben ça peut impacter. Ça veut dire que les associations de consommateurs peuvent taper sur la table, peuvent contraindre un peu ces entreprises à respecter des normes de qualité, etc. Donc le pouvoir de négociation des clients aussi peut être élevé. Alors j'ai parlé des 5 forces, maintenant on a une sixième force aussi, c'est l'État. Donc sur certains marchés il y a l'intervention de l'État, comme au niveau des télécoms en tant que régulateur, au niveau des hydrocarbures, au niveau de certains produits alimentaires. Donc l'État intervient sur ces marchés, donc ça veut dire que les entreprises doivent aussi prendre en compte cette intervention de l'État, qui peut effectivement leur être favorable ou donc être une opportunité en étant l'État en étant un régulateur, ou dans certains cas constituer de menaces, parce qu'effectivement l'État va jouer le rôle de policier pour certains, c'est comme ça qu'ils vont le percevoir, être un empêcheur de tourner en rond. Alors, et nous avons donc 5 forces plus 1 plus 2. La deuxième force, c'est le pouvoir de négociation, autant pour moi, pas le pouvoir de négociation, mais plutôt les produits complémentaires, la menace des produits complémentaires. Alors, si moi je suis un fabricant d'ordinateurs, ben, il y a des produits complémentaires à mon produit, c'est le software, c'est les logiciels, c'est les systèmes d'exploitation, etc. Donc je suis dépendant de ça. Si je vends du café, il y a un produit complémentaire, c'est le sucre. Donc je suis dépendant de ça. Donc ça peut, dans certains cas, si ce marché n'est pas bien maîtrisé, si ce marché est assez aléatoire, ben, ça peut constituer un peu de menace par rapport à la commercialisation de mes produits. Ben, c'est la même chose entre les voitures et le carburant. Si dans le pays où vous êtes, votre entreprise est concessionnaire automobile, mais il y a très souvent des pénuries. Il se passe pas un mois où il n'y a pas de pénurie de carburant. Peut-être que les gens vont se dire, bon, acheter une voiture, c'est bien, on va acheter une voiture et ce qui va rouler peut-être 2 semaines sur 4 ou 10 jours sur un mois, parce que le carburant est cher, etc. Donc finalement, peut-être que le marché sur lequel vous êtes va être moins intéressant qu'un autre marché où il y a peu de pénurie ou pas de pénurie. Donc, il y a aussi les produits complémentaires qu'il faut analyser en termes d'opportunités ou de menaces. En gros, voici les 2 outils que j'ai décrits tout à l'heure sur l'analyse de l'environnement marketing de l'entreprise, ce qui permet bien entendu d'avoir des informations pour une meilleure prise de décision. Nous avons fait l'analyse externe. Il y a ensuite l'analyse interne. Alors bon, bien entendu, il y a plusieurs outils d'analyse. Alors on a la matrice ADL, on a la matrice BCG ADL, Arthur Doolittle, BCG, Boston Consulting Group, nous avons la matrice McKinsey, le carré financier, etc. Il y a plusieurs outils d'analyse, la chaîne de valeur de Porter, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser ces outils d'analyse, mais il faudrait être dans l'entreprise ou avoir des données de l'entreprise. Si vous ne les avez pas, ça va être difficile de pouvoir faire cette analyse-là. Parce qu'encore une fois, il s'agit de faire une introspection. C'est comme si je suis en train de m'auto-évaluer. Donc là, je suis dans une analyse interne. Alors, si on dit analyse interne, il faut que vous connaissiez l'entreprise. C'est-à-dire, si vous travaillez dans une entreprise,
vous pouvez avoir des données de l'entreprise et donc faire une analyse de cette entreprise-là. Maintenant, par contre, c'est aussi possible de faire une analyse interne, mais en faisant cette analyse sous forme de force et de faiblesse. Maintenant, vu sous l'angle du client, c'est possible. Je m'explique. Il y a un autre outil qui permet de faire les deux en même temps, aussi bien interne qu'externe. Alors, ça me permet de faire une analyse interne, mais aussi de faire une analyse externe. C'est l'outil SWOT qui nous permet de faire une analyse interne avec l'analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise. Donc ça, c'est une analyse interne. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une introspection. Et on a l'analyse externe qui est plus orientée vers l'analyse des opportunités et des menaces. Donc il faut les mesurer. Donc là, c'est l'outil SWOT qui permet de faire les deux en même temps. Alors, il a quand même un avantage, il est assez séduisant parce qu'il permet il est assez, on va dire, il permet de résumer un peu tout ce qu'on a identifié comme point positif pour l'entreprise et choses à améliorer, mais aussi dans l'environnement, ce qu'il est possible de faire et ce qui est contraignant ou ce qui n'est pas possible de faire. Alors, donc, c'est assez visuel. On peut le faire à travers un cadran qui permet d'identifier sur un premier palier les forces et les faiblesses et ensuite les opportunités et les menaces. Donc, ça peut être très intéressant à analyser. Donc, voici en gros un peu les points que je voulais partager avec vous sur cette première partie du module, alors qui permet un peu de mettre le contexte, parce que si vous connaissez votre environnement, si vous vous connaissez, ben, ça facilitera par la suite les prises de décision. Maintenant, en général,